Le Sénégal est marqué à jamais par l'épopée de ses footballeurs lors de la Coupe du Monde 2002, en Corée du Sud et au Japon. C'est quelques mois plus tôt que la folle aventure a vraiment débuté. En janvier, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal échoue en finale, au tir au but face au Cameroun. L'esprit de cette année-là, c'est l'esprit qui nous a toujours habités, c'est-à-dire Demba Dier. En Wolof, ça veut dire aller jusqu'au bout du bout. Demba Dier. C'était cet état d'esprit-là, c'est-à-dire qu'on ne rechignait devant rien. L'état d'esprit du sacrifice de chacun pour l'autre. L'équipe est soudée, mais elle défraye parfois la chronique par ses excès. Il y a eu des clashs. Il y a eu des clashs, notamment moi avec Pape Sarr. Il y a eu des histoires quand même qui étaient rudes. Mais les gens avaient la force de regarder l'intérêt du groupe et d'avancer. Mais on se disait les choses face à face. Ça nous arrivait d'en arriver aux mains. Mais voilà, la minute d'après, c'était fini. Pourquoi? Parce qu'il fallait que... Pas d'hypocrisie. On était vraiment des amis. Tu me disais. Non, c'est pas un produit de pont. C'est un peu genre Viagra, quoi. C'était déjà une famille et une solidarité que j'avais rarement vue. Une équipe atypique, loin des codes du football professionnel. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que jusqu'aux intendants, jusqu'aux jardiniers du stade Léopold Sédar Senghor, aux gens de l'hôtel où nous logions, Ngor Diarama, et les journalistes sénégalais, tout le monde, c'était qu'un seul groupe. Quand ils nous ont manqué un, on s'en rendait compte. Pour vous dire comment notre groupe était non seulement large, mais en même temps très soudé. Meneur de cette équipe, un coach charismatique, le Français Bruno Metsu. Il comprend immédiatement l'énergie qui habite ce groupe. Bruno, c'était l'initiateur de toutes ces choses-là. Parce qu'il aurait pu dire « Ah non, les supporters là-bas, les journalistes là-bas, l'autre là-bas. » Non. Parce que lui aussi se rendait compte qu'on avait besoin de ça. Et donc c'est un management humain qui s'approche de son équipe, qui sait les problèmes que vivent les joueurs individuellement. Et il leur disait, je vous donne tout ce que vous voulez en dehors du terrain, vous faites ce que vous voulez à vos heures creuses, mais sur le terrain, rendez-moi ce que je veux. Et c'est comme ça que ça marchait. Il sortait avec ses joueurs, c'était quasiment un papa, un oncle, un protecteur, un conseiller pour tous ces gamins-là. Et il a su, à travers ce style de management, tirer le meilleur de chacun de ses joueurs. Ça raffermissait les liens, ça consolidait la dynamique de groupe et ça faisait que les gens, au-delà même de coéquipiers, de collègues sur le terrain, devenaient, entre guillemets, de vrais potes. Bruno Metsu aime le mode de vie des Lions de la Teranga. Dès son arrivée à la tête de la sélection, il tombe sous le charme. Khalilou Fadiga se souvient de sa première rencontre en dehors du terrain avec son entraîneur. On l'a appelé en lui disant qu'il y avait une soirée qui était organisée et que c'était obligatoire pour lui d'être présent. On n'attendait que lui. Tout le monde était là, tous les joueurs étaient là. Et il a dit, OK, d'accord, j'arrive, c'est où? Et on lui a dit, c'est chez toi. Il a dit, donc, bande de... Ah, vous faites une fête chez moi. On lui a dit, ouais. On fait une fête chez toi et tu es sympathiquement convié. Voilà, cette anecdote-là, ça peut... peut-être un autre entraîneur l'aurait pris mal. Lui, au contraire, l'a pris avec beaucoup de joie et ça l'a vraiment fait marrer, quoi. 24 mai 2002. Un élan de sympathie accompagne l'équipe du Sénégal. À une semaine du premier match de Coupe du Monde de leur histoire, les Lions de la Teranga débarquent en Corée du Sud et suscitent la curiosité.
Vas-y, arrête un peu comment on se sent bien. Qu'est-ce qu'il y a? On est la petite équipe qui vient d'ici pour apprendre, pour essayer de jouer ses coups à fond et de gagner ses chances. La star de l'équipe, El Hadji Diouf, reste très mesuré dans ses propos. Le sort a gâté les Lions. En match d'ouverture, ils affrontent la France, championne d'Europe et championne du monde en titre. Ils n'auraient pas rêvé jouer contre Zinedine Zidane, contre Thierry Henry, contre Djibril Cissé, contre Trezeguet, qui étaient tous les meilleurs buteurs des différents championnats européens. C'était le Graal, quoi, si vous voulez. C'était la rencontre rêvée. Et en plus, en Mondiovision, sur un match d'ouverture, sur une Coupe du Monde, eh ben, c'était la meilleure plateforme marketing pour notre football, pour notre jeunesse et pour notre peuple. Les Sénégalais portent aussi les espoirs de tout un peuple. Affronter la France, c'est défier l'ancienne puissance coloniale, 42 ans après l'indépendance. Cette mémoire historique qui lie la France et le Sénégal. Et donc voilà, pour nous, c'était un match qu'on se devait de jouer avec toute notre détermination pour nos parents et pour nos ancêtres. Les pays colonisés, les pays d'Afrique en général, c'est dans le seul domaine du sport jusqu'à présent que nous traitons pratiquement d'égal à égal avec nos anciens colonisateurs. Bon, c'est un sport, il n'a pas de frontières, le sport n'a pas de race, le sport n'a pas de couleur. Historiquement, c'est une colonie et en plus, la plupart des joueurs sénégalais évoluaient à l'époque en France. Donc vraiment, c'était un cocktail explosif, quoi. C'était un clin d'œil, quoi. L'ancien petit Français devait faire voir maintenant qu'il est devenu un grand Sénégalais. Mais dans cette équipe, avec cette fédération, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le soir de leur arrivée en Corée du Sud, premier imprévu. On a débarqué dans un complexe. Bon, entre nous, c'était un complexe, bon, un asile bon, pour les fous, quoi. Bon, ils nous ont placés là, bon, dans des conditions un peu moyennes. Et comme on était des joueurs aussi de caractère, on n'a pas accepté. On a fait un sitting devant l'hôtel et on a exigé d'avoir de meilleures conditions. 4 jours plus tard, la sélection est de nouveau secouée par une affaire. Plus grave cette fois. Fadiga a été accusé de vol par la police sud-coréenne. Il a dérobé un collier en or d'une valeur de 260 € alors qu'il faisait du shopping. Ça arrive dans les équipes pro et dans plusieurs équipes pro, ça est arrivé. Je dis, bon, je peux le prendre sans qu'on me voie, etc. On fait un pari, etc. J'ai voulu donner à l'incidence une mesure telle qu'elle n'ait pas d'incidence sur le groupe. Donc on a juste décidé, plus de moi, qu'il fallait qu'il joue. Hein. Bruno dit, tu vas jouer. Et là, je prends, comme on partageait la chambre, il prend son lit qu'il met devant la porte pour éviter que je fasse mes affaires et que je me casse. Khalilou Fadiga est désemparé. Il veut quitter le pays. Je voulais partir, mais le fait d'avoir eu le soutien de personnes très importantes, le fait d'avoir eu le soutien du peuple d'abord, du peuple sénégalais, de ma famille, ça m'a requinqué. Et donc voilà, après les autres journalistes qui ont mis certaines choses sur moi, c'est des choses qui m'ont donné encore plus envie de faire taire ces personnes-là. L'épisode est vite effacé et les Lions se ressaisissent pour le match d'ouverture. La veille de celui-ci, les Français décident de ne pas reconnaître le stade où se déroulera la rencontre, comme le veut la tradition, et de ne pas s'y entraîner. De l'arrogance, estiment les Sénégalais. Pour eux, le match a déjà commencé. C'est vrai que la veille du match contre la France, nous avions déjà commencé notre match. Parce que tout simplement, on était pressés d'en découdre. Parce qu'on a vraiment senti ce manque de respect de la part des dirigeants français. Vraiment. Même Bruno l'avait commencé parce qu'il a été très méticuleux sur des détails tactiques qu'auparavant peut-être il aurait laissé. Mais là, hors de question pour lui de laisser ne serait-ce que 50 cm la défense qui ne s'aligne pas. Il faisait la simulation de ce match-là et Lamine Diatta a eu au moment de
d'inattention par rapport à l'attaquant qui symbolisait Trezeguet, mais il a appelé, il a déchiré son maillot, il a fait sortir de l'équipe. Incident sans gravité, mais qui démontre toute la détermination des Sénégalais. Pour autant, lors de sa dernière conférence de presse, Bruno Metsu ne dévoile rien de ses ambitions. On sait que l'équipe de France était dans ses rangs championne du monde et championne d'Europe. C'est des joueurs de grand talent. C'est pratiquement tous les meilleurs joueurs au monde au poste. Mais bon, ceci dit, on ne va pas dire qu'on vient confiant. On a beaucoup travaillé et on espère juste les embêter. Et si on peut les embêter le plus possible et voir gagner, ça serait quelque chose de génial. J'ai interviewé Aliou Cissé, qui était le capitaine de l'équipe à l'époque. Il m'a dit un discours très classique, très petit garçon face aux ogres français, etc., etc. À la fin, on a éteint le magnéto. Il a dit « Seb, je les connaissais bien ». Il m'a dit « Seb, on va leur marcher dessus ». Pour les Sénégalais, la causerie d'avant-match est intense, chargée d'histoire. Grâce à un message enregistré, le président de la République, Abdoulaye Wade, rappelle aux joueurs les ambitions du peuple sénégalais. Et quand la bande était en train de se dérouler, on pouvait même entendre les mouches voler. Tellement qu'en regardant le visage des joueurs et des gens qui assistaient à cela, que les gens vivaient pleinement ce message. Mais Bruno, il est resté lui-même après ce message. Lors de son briefing, il faut regarder l'homme qui se métamorphosait presque. Un visage de feu très grave, qui savait par l'intonation de sa voix, avec les expressions qu'il utilisait, en disant à ces jeunes, aujourd'hui c'est votre jour. Je suis convaincu que vous répondrez à l'attente, parce que vous n'avez rien à perdre. Faites de ce match un match où seul le football nous intéressera. Jouez sur vos qualités. La confiance que j'ai en vous, que le peuple a en vous, ne fera que s'agrandir. Donc c'est votre jour, c'est votre match. Jouez-le, et pleinement. Et rien que son regard avec ses yeux bleus, quand il vous parle, et quand vous voyez son engagement, quand vous sortez de là, vous êtes remonté et il peut obtenir n'importe quoi. Parce que les joueurs vont se sacrifier pour lui. Vraiment, on était convaincus. On était convaincus que la France n'allait pas nous battre. 31 mai 2002, 13h30 à Paris, 1 heure de moins à Dakar. France-Sénégal en ouverture de la Coupe du Monde de football. Ah, l'hymne sénégalais, ouais, là tu sens le lion qui était déjà en train de rugir, qui était dans une cage. Et là on est lâché. Là on sait qu'on joue pour 14 millions de Sénégalais. On est rentré dans cette rencontre comme si notre vie en dépendait. Ouais. C'était une boucherie. Non, mais c'était un engagement et le capitaine Aliou Cissé, positionné devant la défense, au moment, je ne sais plus si c'est Djorkaeff qui passe, il tacle et après il plonge avec la tête en première pour lui prendre le ballon. Il tacle avec la tête carrément, pour vous dire qu'il avait envie de rien lâcher. On avait l'impression que l'équipe de France jouait contre 15 joueurs ou 20 joueurs. Tellement les Sénégalais étaient motivés sur le terrain, ils avaient une occupation rationnelle de la pelouse. Il se trouve que la veille du match,
les joueurs du Sénégal avaient logé dans le même hôtel, qui est un très grand hôtel, que les femmes des joueurs de l'équipe de France. Évidemment, tout le match, El Hadji Diouf, qui était l'avant-centre de l'équipe et qui était marqué par Franck Leboeuf ce jour-là, a passé la rencontre à lui dire que la veille du match, il avait bien connu son épouse. Ça fait partie un petit peu du football, c'est cette intimidation-là qu'il y a avant match, pendant le match. Voilà, ça fait partie du folklore footballistique, on dirait. À la 22e minute, David Trezeguet frappe sur le poteau. Huit minutes plus tard, les Sénégalais répondent par un contre d'El Hadji Diouf qui trouve en retrait Pape Bouba Diop. Le match est débridé. En deuxième mi-temps, Fadiga bute sur la barre transversale. Une minute plus tard, c'est au tour de Thierry Henry de trouver un montant. Le score ne bouge pas. Le Sénégal réalise l'exploit 1-0 face aux champions du monde. Et quand le match est fini, c'est une explosion de joie extraordinaire partout à Dakar. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis au marché acheter des poulets et des coqs. Aujourd'hui, le lion a bouffé le coq. Et puis c'était un festin. Je pense qu'il y a eu quelque part une pénurie de poulets à Dakar ce jour-là. On est heureux, mais on ne se rend pas compte encore de ce qu'on venait d'accomplir. Pour toutes les personnes qui nous ont supportés. Parce que n'oublions pas que ça peut sembler bizarre pour les Occidentaux ou pour les autres personnes. Mais quand une équipe africaine joue, c'est l'Afrique qui supporte. On avait des fax de dirigeants africains, de joueurs africains qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas à la Coupe du Monde, qui nous ont envoyé un fax pour nous encourager. Ah non, 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 Bob Marley l'a dit, hein, Africa Unite. Cette victoire ne doit rien au hasard. Le Sénégal termine la Coupe du Monde en quart de finale, éliminé par un but en or face à la Turquie. Aujourd'hui encore, cette aventure reste le meilleur résultat d'une équipe africaine en Coupe du Monde, et pour les Sénégalais, bien plus encore. Ça nous a permis un petit peu d'être les ambassadeurs de notre pays à travers le monde. C'est la plus belle page de l'histoire du sport sénégalais en général et du football en particulier. C'est plus que du sport. C'est plus que du sport. Et les jeunes se sont appropriés le maillot et le drapeau. C'était un moyen d'unification nationale. Et c'est ça le sport. Le sport est capable de tout. Le sport est capable de tout parce qu'il transcende toutes les différences. Le 26 juin 2002, Dakar explose de joie et offre un retour triomphal à ses héros. C'était dingue. C'était dingue. C'était dingue. On voyait des gens de tout âge, de toute religion. Le Sénégal ne faisait que... Et là, ça fait... ouais, t'es content, t'es fier. Tu dis que tu as quand même, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu as participé à cet événement, tu as participé à cette épopée exceptionnelle. 11 ans plus tard, Bruno Metsu, l'entraîneur emblématique des Lions de la Teranga, est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 59 ans. Lors de ses funérailles, symbole fort des liens tissés par ces hommes, son cercueil était porté par ses anciens joueurs. Selon ses dernières volontés, l'entraîneur français repose désormais à Dakar.